Nous allons pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Après cette très belle table ronde autour de la sécurité opérationnelle, nous allons complètement changer de sujet et nous tourner vers l'avenir avec cette table ronde intitulée « L'innovation au service du marché de l'assurance maritime, transport et aviation ». Je tiens tout d'abord à remercier notre panel aujourd'hui présent qui est composé de 4 experts des startups de l'innovation et du digital qui vont pouvoir apporter leur regard sur les sujets de l'innovation dans l'assurance. Pour ma part, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde, mais également d'apporter mon regard d'assureur sur ce sujet. Et donc, sans plus tarder, je vous propose de vous présenter aujourd'hui le panel. Donc, je vais commencer dans l'ordre avec Aurélie Cordel, responsable du développement de la solution Ecomer Data, entreprise spécialisée dans l'analyse de données navires permettant aux acteurs du secteur maritime de réduire leur empreinte carbone et optimiser leur performance. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous avons ensuite Claire Paulus, responsable du développement de la solution Lester. La solution Lester permet la surveillance des opérations de commerce international et la détection des activités illicites ou suspectes. Bonjour Claire. Bonjour, merci. Je passe ensuite à Guillaume Laurent, cofondateur de Certificall, qui est une application digitale permettant la preuve numérique par la prise de photos ou de vidéos horodatées, géolocalisées et certifiées. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Nous passons ensuite Sophie Caillot, responsable stratégie et opération du Village by CA, Paris. Le Village by CA est un accélérateur d'innovation dans les territoires qui accompagnent le développement des startups et la transformation des entreprises. Bonjour Sophie. Rebonjour Alexis et bonjour à toutes et tous. Et je termine le tour par moi-même. Donc Alexis Cordereau, responsable innovation à Helvetia Assurance. Helvetia, qui est un assureur majeur du transport et du maritime en France. Nous allons donc pouvoir plonger directement dans le sujet avec une première question pour nos invités. Comme de nombreux secteurs, le secteur du maritime et de l'assurance a des défis de transformation et d'innovation. En tant que fournisseur de solutions digitales, comment adressez-vous ces défis et quelle valeur ajoutée vos solutions apportent-elles? Je propose de commencer par Aurélie peut-être. Merci. Donc un des grands aspects, alors moi je vais surtout parler du secteur maritime, un des grands aspects ça va être la digitalisation de tout ce secteur-là et notamment des plus petits navires qui n'ont pas été ou sont en cours de digitalisation. Et le vrai enjeu qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avec la donnée, on va pouvoir transformer cette donnée et pouvoir donner des réponses et des cas applicatifs. Donc chez Ecomer Data, on est parti de ce constat-là. On a créé une solution qui est vraiment sur toute la chaîne de valeur de la donnée, donc c'est-à-dire dès l'acquisition des données directement sur le navire. Donc c'est pas des données inventées ou créées par de l'IA, c'est vraiment de la donnée récupérée, qualifiée, etc. Et après, c'est l'exploitation de cette donnée pour justement répondre à des cas d'usage. Aujourd'hui, on répond déjà pour des armateurs à certains cas d'usage liés à la décarbonation, etc. Mais en fait, on sait très bien qu'on peut aller beaucoup plus loin sur ces données-là et notamment, et ce qui peut intéresser le secteur de l'assurance, c'est toute la partie maintenance prédictive des équipements. Et notamment, le plus important souvent, c'est récupérer toutes les infos moteurs. Aujourd'hui, il en existe beaucoup des données, de la data qu'on va récupérer des moteurs, mais elle n'est pas exploitée. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'exploiter pour récupérer les données avant qu'il y ait des casses, donc qui vont éviter d'avoir des immobilisations navires, etc. Donc vraiment anticiper les maintenances plutôt que de les subir. Ça, c'est un premier aspect intéressant et la donnée, elle va aussi être beaucoup utilisée et intéressante pour toute la partie diagnostic. Quand il y a eu un incident ou quand on a pu avoir des avaries, ça permet de comprendre exactement qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait. J'entendais tout à l'heure un peu les responsabilités. Il y a toujours de la responsabilité humaine et c'est normal, mais c'est aussi
de comprendre cette responsabilité, d'en comprendre les causes et de pouvoir faire après des actions correctives sur les prochaines opérations. Merci Aurélie pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Claire de Lester. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Alors je vais commencer par un chiffre. Donc plus de 90% des opérations de commerce international de marchandises transitent par voie maritime. Et donc avec cela, eh bien, son lot de potentiels contournements d'embargo, violations de sanctions internationales, blanchiment d'argent, trafic, etc. Donc le constat que nous faisons chez Lester, eh bien, c'est que les contrôles qui permettent de détecter ces activités illicites dans les flux du commerce international de marchandises, eh bien, ils restent souvent fragmentés et dilués dans un volume considérable de données. Donc notre enjeu d'innovation chez Lester, eh bien, il est de digitaliser ces contrôles et d'améliorer la détection des signaux faibles grâce à la fusion de données et à l'intelligence artificielle. Alors peut-être pour comprendre le sujet, il faut revenir à ce qu'est finalement une opération du commerce international. Et bien concrètement, c'est la juxtaposition en fait de trois flux indissociables. Un flux logistique, donc un transport physique de marchandises d'un pays de provenance à un pays de destination. Un flux documentaire, donc qui va comprendre l'ensemble des documents échangés entre les différentes contreparties à l'opération, l'exportateur, l'assureur, la banque, les autorités douanières, etc. Et puis un troisième flux, donc un flux financier, qui va consister bien sûr à financer les marchandises sous-jacentes à ces opérations du commerce international. Et donc la difficulté, eh bien, c'est que les signaux de risque, ils émergent la plupart du temps uniquement lorsqu'on est capable de croiser ces trois flux, donc logistique, documentaire et financier, de manière simultanée. Si on prend l'exemple, donc quelques exemples donc dans le secteur d'assurance, prenons l'exemple d'assurance couvrant le transport maritime, le transport d'une opération de pétrole, de transport de pétrole. Eh bien, il peut être intéressant dans ce cas d'identifier toute opération de STS, donc STS pour ship to ship, donc les transferts en fait de cargaison entre navires, pour bien comprendre l'origine réelle des marchandises transportées et donc les risques associés. Un autre exemple, en matière de respect des régimes de sanctions internationales, eh bien pour pouvoir faire des contrôles sur les mécanismes en fait de plafonnement de prix des marchandises. Donc on parle notamment donc de price cap dans le domaine donc, du pétrole. Voilà, donc pour conclure, la valeur que nous espérons apporter donc chez Lester, eh bien, elle est triple. Premièrement, aider les organisations à réduire leur exposition aux risques de sanctions et risques réputationnels. Deuxièmement, transformer ces contrôles en un véritable processus digitalisé. Et puis enfin, eh bien, par capitalisation sur les données qui sont collectées et les contrôles qui sont réalisés, c'est aussi une très bonne façon de mieux comprendre et de connaître son activité, ses flux, ainsi que ses partenaires. Voilà, merci. Merci Claire. Côté Certificall, votre valeur ajoutée se situe sur les risques de fraude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Guillaume ? Déjà, bonjour à tous. Je voulais particulièrement remercier le Sésame et Pascal pour l'invitation et toutes ses équipes. Moi, je suis un ancien expert d'assurance pendant 15 ans en maritime et transport. J'ai basculé il y a quelques années pour créer Certificall. Alors, je vais commencer par quelques chiffres sur la fraude dans l'assurance, des chiffres tirés de France Assureur. En 2025, 1,5 milliard de fraude dans l'assurance, 10 à 15% des indemnités qui le seraient à tort, et sur les fraudes sur les documents, plus de 66% des dossiers frauduleux entre 2024 et 2025. Comme vous le savez, il y a une augmentation de la fraude numérique, des deepfakes, principalement à cause de l'IA générative qui permet facilement de modifier, éditer des images et des documents. Et c'est là où Certificall se positionne. Donc nous, on se positionne comme un tiers de confiance. On permet à nos clients, assureurs, TPA, loss adjuster, brokers, de collecter de la donnée fiable, authentique, et en fait on va transformer cette donnée, quand je parle de données, je parle de photos, vidéos, eurodata, géolocalisation, en preuve numérique avec une présomption de recevabilité. On fait aussi de l'analyse documentaire.
Donc aujourd'hui, c'était un cool-have, maintenant c'est un must-have de disposer de ces données pour vous aider lors de la souscription, lors de la déclaration de sinistre. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 10, on est à Toulouse, on adresse plus de 380 clients et on s'inscrit dans un momentum qui est assez pertinent, c'est d'avoir lutté contre la fraude tout en permettant une digitalisation des process chez nos amis assureurs, mais pas que. Merci Guillaume. Sophie, quant à vous, vous travaillez donc au village ByCA. Pouvez-vous nous expliquer comment vous accompagnez les assureurs et entreprises dans leur réflexion et leur démarche d'innovation ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas le village ByCA, nous sommes un accélérateur de start-up adossé au groupe Crédit Agricole, d'où le CA. Et on a la particularité d'être un réseau d'accélérateurs présent dans toute la France et à l'échelle européenne. Et Paris est une des implantations du village ByCA, mais on a un maillage territorial qui nous permet de couvrir tout le territoire national et même un peu au-delà. Et en plus, en parallèle de notre activité d'accompagnement de start-up, on a développé une activité de conseil en stratégie d'innovation pour les grands groupes, ou groupes pas si grands que ça d'ailleurs, un peu de toute taille, pour les entreprises qui se posent des questions sur la façon d'embarquer de la technologie, de l'innovation dans leur process. Et on les accompagne donc, ces grands groupes, ces entreprises, y compris les assureurs, dans la réflexion sur comment digitaliser leur process, comment intégrer l'innovation, donc sur des stades très prospectifs, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur de l'innovation, sur la façon de mettre en œuvre et d'infuser ces innovations dans leur process. Et ça, on le fait grâce aux startups qu'on côtoie au quotidien, qu'on accompagne, en essayant de faire une diffusion des bonnes pratiques des startups, qui sont des entreprises particulièrement innovantes, qui sont habituées à tester, rater, recommencer, s'améliorer en continu. Et tous ces processus-là, toutes ces façons de travailler, toutes ces façons de faire, on essaye de les faire infuser, diffuser dans les pratiques des grands groupes, qui sont plutôt des organisations, à l'inverse, qui peuvent être parfois assez lentes, avec des process très établis, des strates de validation assez longues. Donc nous, notre accompagnement, c'est vraiment faire prendre conscience à ces groupes-là de comment essayer sur certains pilotes, sur certaines équipes, sur des échelles plutôt petites, s'inspirer des pratiques des startups, tester, itérer, et ensuite, quand on a trouvé une façon de faire qui marche, on le diffuse au reste du groupe. Et donc, pour vous donner peut-être un exemple un peu plus concret, on travaille en ce moment avec un assureur sur sa stratégie de Build Back Better, donc en post-sinistre, comment on reconstruit avec des matériaux plus résilient, mais aussi de façon très rapide pour pouvoir limiter le temps de reconstruction. Et donc là, on a identifié le besoin concret, les façons d'y répondre, et on fait, j'en dirai peut-être un peu plus dans la question d'après, mais on va les mettre en relation avec des startups qui pourront les aider pour mettre en place cette stratégie. Justement, vous disiez, voilà, exactement, vous mettez donc des entreprises et des startups en relation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment vous les mettez en relation aujourd'hui ? Oui, alors c'est ce que nous, ça nous tient vraiment à cœur de pas seulement mettre en relation, donc faire un mail, voilà, je te présente telle start-up, je te présente tel grand groupe, vous allez bien vous entendre, parce que si on fait ça, en fait, on est quasiment assuré d'aller à l'échec, parce que la start-up, fondamentalement, fonctionne à l'antithèse du grand groupe ou de l'entreprise établie. Une start-up, c'est des cycles très courts. Comme je disais, on a vraiment c'est ce qui définit la start-up, d'avoir une idée, de la tester, et si ça marche pas, on change. Alors que le grand groupe, c'est plutôt l'inverse. On a une idée et on se dit, comment on va faire pour y répondre en partant d'une idée très développée, et ensuite seulement on a un cycle de déploiement de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc nous, la façon dont on travaille, c'est donc une fois que notre client, donc l'entreprise ou le grand groupe, a identifié quel était son besoin d'innovation, on va aller chercher les startups qui pourraient l'accompagner. Selon les besoins, on peut aller chercher jusqu'à 100 startups qui sont dans ce milieu-là ou qui ont développé des technologies pertinentes. Et une fois qu'on a co-sélectionné là où les startups avec lesquelles on va vraiment aller plus loin, on a tout un accompagnement qui vise à vraiment s'assurer que la startup va s'insérer dans les process de l'entreprise et qu'on va tirer une collaboration qui marche, au lieu de juste, voilà, parlez-vous, on va aller accompagner jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à la mise en place de la solution au sein de l'entreprise. Et ce qu'on fait souvent dans cette optique-là, c'est d'accompagner au développement d'une fast-track startup. Il y a beaucoup d'anglicisme dans le milieu des startups, mais donc un chemin rapide qui permet de contourner un peu les process d'achat, de contrôle fournisseur, etc., qui sont souvent très lents, pour pouvoir permettre à une startup de s'insérer dans ces process-là.
Merci à tous les quatre pour ce premier éclairage. De mon côté, je voulais apporter la vision également assureur, parce qu'à Helvetia, on a créé il y a quelques années justement un service spécifique dédié à la veille technologique et au sourcing de start-up pour répondre justement à ces défis de transformation et d'innovation. Les missions de ce service sont clés. Il consiste à identifier les bons partenaires, à faire le lien avec les équipes métiers et à justement créer des proof of concept qui vont nous permettre d'évaluer rapidement la faisabilité opérationnelle et business de la solution. À Helvetia, on a déjà mis en place plusieurs projets technologiques et digitaux, notamment tout ce qui touche aux objets connectés, les IoT, dans lequel on va pouvoir mettre en place auprès d'assurés, notamment sur le marché cargo, des trackers qui nous permettent de récupérer de la donnée factuelle, précise, ce qui nous permet de faire de la prévention avant sinistre, mais également après sinistre, de pouvoir récupérer ces données et donc d'indemniser beaucoup plus rapidement les sinistres avec une expertise beaucoup plus rapide. On est également utilisateur de la solution Certificall aujourd'hui présent depuis 1 an, dans le cas d'usage dans lequel on va pouvoir certifier, grâce à ces photos, l'état de navires de plaisance situés dans des zones à fort risque climatique, donc notamment les Antilles et les Caraïbes, et donc on va pouvoir vérifier rapidement l'état du navire avec véracité. On travaille aussi beaucoup les sujets autour de l'intelligence artificielle parce qu'on croit fortement qu'aujourd'hui c'est un vrai levier d'innovation et de transformation de nos métiers. Si l'on revient à nos fournisseurs de solutions ici présents, les solutions que vous proposez, elles ont été réfléchies, travaillées, discutées, challengées en amont pour avoir un produit que vous devez ensuite mettre en place justement chez des clients. Je voulais donc savoir comment passe-t-on concrètement de l'idée à une solution opérationnelle chez un assureur. Quelles sont selon vous les conditions de réussite et quel accompagnement attendez-vous des assureurs? Peut-être commencer par Certificall. Ok. Je vais être transparent. Travailler avec un assureur, c'est le parcours du combattant. On parlait d'agilité, je vais essayer de vous livrer ici mon expérience. On travaille à peu près avec une dizaine d'assureurs majeurs en France et en Europe. Il a fallu du temps. Déjà, premièrement, il faut identifier le bon interlocuteur, qui n'est pas forcément le DG, le CIO. Nous, c'est plutôt l'indemnisation, quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, métier. Donc, quand on a le bon interlocuteur, ensuite, c'est le POC, le Proof of Concept. Donc, chez les assureurs, le cycle, il est très long. Donc, un POC, il va durer entre 3 et 6 mois. Donc, pour la bonne réussite d'un POC, pour moi, il faut un accompagnement régulier, bimensuel, avec mettre en place des KPI et absolument démontrer le ROI. Un assureur ou même un autre client, il faut parler ROI. Il faut parler combien ça te coûte, combien ça va t'économiser. Clairement, c'est ce que j'ai mesuré. Ensuite, il y a le passage à la production. Et donc là, c'est le début, on va dire, parce qu'une fois qu'on est en production, il faut que ça tourne. Donc nous, on a la chance d'être en production chez des assureurs majeurs, comme je disais tout à l'heure, sur de la prévention, de la souscription. Ce qu'on fait avec Helvetia, c'est un bon exemple. Typiquement, avec Helvetia, comme tu disais Alexis, on permet d'avoir un état des lieux précis d'un yacht dans la zone Caraïbe avant la période des typhons, des cyclones, pour voir si les dommages étaient postérieurs ou non à un événement climatique. Donc, pour résumer, il faut prendre son temps, cycle de vente long, résilient et ne rien lâcher. Et ça finit toujours par payer. Merci Guillaume. Je vais me permettre de poser la même question à Claire de Lester. Oui, merci. Je vais préciser déjà que la solution Lester, donc, elle est industrialisée, elle est utilisée donc, par des banques, par des sociétés à l'export, par des acteurs étatiques. On a le plaisir de travailler avec des groupes comme la Société Générale, la BRED, Crédit Mutuel CIC pour en citer quelques-uns, également avec le renseignement de la marine et des douanes, mais on ne travaille pas encore avec des assureurs. Donc effectivement, la question du déploiement de Lester chez les assureurs, c'est un enjeu aujourd'hui donc pour nous. Et notre enjeu, finalement, c'est pas de démontrer que la technologie fonctionne,
c'est de construire avec les assureurs les cas d'usage qui créeront le plus de valeur pour eux. Et donc c'est ce qu'on a fait donc avec les banquiers, avec les acteurs étatiques. Donc nous nous sommes toujours développés en co-construction avec nos utilisateurs. Lester a été construit avec les équipes Trade Finance de HSBC France et notre module d'analyse de risque des navires a été enrichi avec notre collaboration avec la Marine nationale française. Voilà, donc ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est mettre la solution dans les mains des assureurs pour l'adapter finement à leur processus, à leur contrôle et à leurs priorités métiers. Et donc pour revenir sur les conditions de réussite, selon moi, elles reposent sur 3 éléments. Et donc je vais reprendre quelques éléments de Guillaume. Donc le premier, c'est avoir un cadrage clair et dès le départ du ou des cas d'usage. Donc c'est vrai que c'est primordial de partir dès le départ sur un sujet qui va répondre à un besoin concret. Deuxièmement, l'identification des bonnes personnes dès le départ aussi donc du projet ou du cas d'usage. Donc pour nous, ça va être les métiers, les experts risques, les experts conformité qui doivent être présents dès le départ pour définir la cible. Et puis troisièmement, j'ajouterais une perspective un petit peu différente qui compte beaucoup pour nous, c'est la capacité en fait à faire évoluer en permanence la solution face en fait à des risques et à des pratiques d'activité illicite qui évoluent elles aussi en fait en permanence. Et typiquement sur le sujet des activités illicites dans le maritime, les pratiques elles évoluent bien sûr en fonction des évolutions géopolitiques, des évolutions technologiques. On parle aujourd'hui beaucoup plus des risques de STS, donc les ship-to-ship que je mentionnais tout à l'heure, d'usurpation d'identité des navires, de flotte fantôme, shadow fleet. Donc ce sont en fait des pratiques, des risques qui évoluent de façon permanente et donc les solutions doivent également pouvoir le faire. Voilà, donc pour conclure, ce que nous attendons de la relation avec les assureurs, c'est une véritable en fait démarche de co-construction pour associer en fait notre expertise technologique avec votre expertise métier pour définir des usages opérationnels et déployables à grande échelle. Merci Claire. Côté Ecomer Data, comment vous voyez cela ? À côté Ecomer Data, je vais être plus courte parce que sinon je vais répéter beaucoup de choses de Claire. Nous aussi, en fait, on a déjà une solution qui est installée, industrialisée, alors qui commence à s'industrialiser, donc sur lequel on a déjà des cas d'usage pour les armateurs, pour les affréteurs. Mais par contre, on n'a pas encore à ce jour déployé de cas d'usage pour les assureurs. Mais on a cette intuition qu'effectivement ça pourrait servir. Alors contrairement à Guillaume, moi je connais moins le monde de l'assurance. Mon directeur général qui aurait bien aimé être là mais qui n'était pas disponible beaucoup mieux, Jean Brossolet pour peut-être quelques-uns ici qui le connaissent. Voilà, je vais donc reprendre ce qu'a dit Claire. Nous, ce qui est intéressant, c'est de comprendre vraiment le besoin. Quand on parle de data, très souvent, des clients et des personnes intéressées vont nous dire récupérez toute la data que vous pouvez, on prend tout ce qu'on peut et puis on verra ce qu'on en fait après. Ça, en fait, dans les faits, ça ne marche pas. Vraiment, l'objectif, ce qu'il faut, c'est d'abord savoir à quelle question on veut répondre, quelle est notre problématique, et c'est ensuite qu'on sait quelle data on va récupérer. Parce qu'une data, c'est pas juste un chiffre, c'est aussi la manière dont elle est qualifiée, comment elle est récupérée. Enfin, il y a beaucoup de règles mathématiques qui sont derrière ça, et c'est cette data-là qualifiée qui pourra répondre aux besoins. Alors qu'un amas de data, malheureusement non qualifié, ça peut donner des conclusions qui sont fausses parce qu'on n'est pas parti du besoin. Donc je reprends, l'objectif c'est vraiment identifier le cas d'usage, donc avec les personnes, et donc
justement les personnes qui travaillent au quotidien dessus, donc pas que les grandes têtes pensantes des directions, mais aussi, on va dire, les plus petites mains qui sont au quotidien dans les analyses de risques, etc. Et de co-construire la solution avec eux. Et après, je récupère tes trois je ne sais plus ce que tu nous avais dit, mais de résilience, voilà, tes 3 conseils, voilà, pardon, c'est le mot que je cherchais. Je récupère les conseils qui sont vrais chez d'autres types de clients, résilience, ne pas lâcher, et puis, et un très important aussi, le proof of concept, c'est quand on a une idée, on la déroule avec la personne qui a émis l'idée tout le long, on ne lâche pas jusqu'au bout. Voilà. Merci, c'est clair. C'est vrai que je reprends un peu aussi, mais côté assureur, côté Helvetia, nous, c'est très important effectivement la co-construction, comme vous l'avez évoqué, et également le fait de notre côté assureur, de bien construire notre cas d'usage, de bien être sûr, de bien cadrer un maximum pour justement trouver la solution qui va répondre vraiment à notre besoin, de ne pas se disperser, de ne pas se multiplier. Et donc ça, c'est effectivement, c'est très important aussi de notre côté. Nous, à Helvetia, on se laisse aussi le choix de travailler à la fois avec des startups qui peuvent être très jeunes, notamment sur des sujets peut-être moins complexes ou moins risqués, parce que ces startups peuvent avoir une expertise très pointue, mais voilà, c'est toujours sur un risque mesuré. Après, on travaille bien sûr aussi avec des grandes entreprises du monde digital pour des projets peut-être plus complexes, plus importants, dans lesquels il y a plus de risques. Mais ce qui est pour moi assez important dans tous les cas, c'est vraiment, lorsqu'on essaye de travailler avec une startup, c'est de se dire, c'est très important de pouvoir évaluer très vite la maturité d'une startup. Et pour ça, je voulais m'adresser à vous, Sophie. Vous accompagnez au Village ByCA de nombreuses startups via des programmes d'accélération. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être certains secrets sur les critères, je dirais, de choix de ces startups, sur la manière également dont vous structurez l'accompagnement que vous pouvez faire à ces startups pour les transformer en potentiel? Peut-être déjà je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tous les trois, et notamment Guillaume, je reprends ton mot. Travailler avec un assureur et avec un grand groupe de manière générale, c'est souvent un parcours du combattant. Et nous, j'ai beau être pro-coopération, start-up, grand groupe ou entreprise établie à 100%, je ne vais pas forcément, dans tous les cas de figure, conseiller à une start-up d'aller s'adresser à des grands groupes. Il y a beaucoup d'exigences de maturité dans le business model, d'ancienneté, de traction commerciale qui sont nécessaires avant de vraiment se lancer à l'attaque des grandes entreprises, parce que comme je le disais tout à l'heure, les grandes entreprises ont des cycles de vie qui sont décorrélés du cycle de vie d'une start-up. Si on dépend d'un grand groupe ou si on s'attend à avoir enfin signé son contrat pour enfin toucher de l'argent, ça va pas marcher. Donc nous, pour répondre à ta question, quand on sélectionne des startups qu'on pense pouvoir répondre, pouvoir connecter avec un grand groupe pour répondre à un besoin stratégique d'innovation, on va regarder différents critères qui vont être co-construits avec le partenaire, mais le critère de la traction commerciale, donc est-ce que cette startup a déjà des clients, est-ce qu'elle a déjà des revenus récurrents, et est-ce qu'elle ne dépend pas ou est-ce qu'elle ne dépendra pas de ce contrat s'il se signe, c'est un des critères principaux qu'on va regarder avant de vraiment mettre en place la démarche d'hybridation. Et de manière plus générale, une fois qu'on a identifié la start-up à connecter, comme je disais, on va avoir un accompagnement qui est des deux côtés. Côté corporate, pour essayer de leur faire adopter une posture start-up, leur faire comprendre qu'il faut adapter leur process et parfois faire un peu des raccourcis dans certains process de validation, etc. Mais aussi côté start-up, pour lui faire comprendre comment on parle à un grand groupe, parce qu'en fait dans le grand groupe, comme vous le disiez, il faut savoir identifier le bon interlocuteur, et selon l'interlocuteur, on ne va pas avoir exactement le même discours. Et il va falloir convaincre un Chief Data Officer, mais aussi un responsable des risques, et à chaque fois, il faudra adapter son discours. Donc on va vraiment avoir un accompagnement double, côté start-up, côté entreprise, pour s'assurer que les deux réussissent à se parler, et parlent pas forcément la même langue, mais en tout cas ont besoin de moins en moins souvent de l'interprète dont nous jouons le rôle au début. Merci.
Je voulais maintenant aborder, je dirais, les difficultés, peut-être, ou les freins qu'ont les startups, justement, auxquels les startups font face dans ce monde-là. Sophie, je m'adresse de nouveau à vous. D'un point de vue des startups que vous accompagnez au Village by CA, quels sont aujourd'hui, selon votre point de vue, les freins structurels de leur passage à l'échelle? Je pense notamment au financement, l'accès au marché, la maturité de la solution ou encore la capacité à exécuter. De manière générale ou adapter ou comment travailler avec des... De manière générale, justement, dans les startups. Ouais. De manière générale, je pense qu'il y a, on va dire, 3 freins principaux quand on est une startup et qu'on veut croître, accélérer. Il y a l'accès au financement. On avait la discussion tout à l'heure. Est-ce qu'il faut nécessairement lever des fonds pour croître ? Pas nécessairement, mais souvent ça aide et ça permet justement d'accélérer. Or, les capitaux se font de plus en plus rares et lever des fonds, c'est souvent encore une fois un parcours du combattant. La deuxième grande difficulté qu'on voit de plus en plus, c'est celle de la capacité à recruter des profils tech seniors. Si on a une super idée technologique, parce qu'on est un super ingénieur, voilà, on peut développer un MVP, donc une première preuve de produit dans son labo, mais on va avoir besoin à un moment de s'entourer d'autres super ingénieurs qui vont nous aider à développer le produit, l'industrialiser, et qui acceptent aussi d'être peu payés, voire pas, au début. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi, le recrutement de ces profils-là. Et le troisième frein, ou troisième difficulté, peut-être particulièrement pour les startups qui travaillent dans le milieu assurantiel, ça va être la difficulté réglementaire. Se mettre en conformité avec les différentes réglementations locales, régionales, européennes, nationales. En fait, ça coûte de l'argent. Et donc, on en vient toujours à le nerf de la guerre, c'est d'avoir des revenus qui viennent des ventes ou des fonds levés. Et donc, nous, la façon dont on va accompagner toutes les startups avec lesquelles on travaille pour répondre à ces enjeux, c'est bien un accompagnement individuel d'abord. Donc, les startups ont ce qu'on appelle un sparring partner, donc un coach privilégié qui va les suivre tout au long de leur accompagnement pour les aider à débloquer ces 3 points principaux qui peuvent changer d'une startup à l'autre, mais d'identifier et de débloquer les 3 points qui freinent leur croissance. Et en parallèle de cet accompagnement individuel qui a un suivi rapproché pendant plusieurs mois, on propose aussi un accompagnement collectif qui permet déjà aux entrepreneurs de se rencontrer entre eux, mais aussi de rencontrer des personnes qui sont aussi passées par là. Donc on a toutes les semaines au Village by CA des masterclass qui sont présentées par des anciens ou anciennes head of marketing, sales, RH, finance, etc. de start-up et scale-up qui ont connu ces phases de croissance, qui ont su ou parfois qui n'ont pas su les gérer et qui font un retour d'expérience à nos startups. Oui, et puis je rebondis, moi, ce que vous évoquiez, vous parliez peut-être du cadre réglementaire ou du cadre exigeant. Il est vrai que nous, côté assurance, on doit respecter justement un certain cadre qui est réglementaire, qui est quand même assez exigeant. Et donc je pense qu'il est très important aussi de pouvoir s'assurer dès le départ qu'une start-up puisse répondre à certains critères de sécurité, de conformité, avant de pouvoir commencer à travailler avec elle. Et de notre côté, ça peut prendre du temps de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que la start-up, souvent, elle veut aller vite, elle veut avancer. Et donc on n'a pas forcément la même temporalité. Donc je pense que c'est important de le mentionner. Peut-être côté fournisseur, je vois que le temps passe de manière un peu plus rapide sur vous, de votre côté, les freins et les difficultés que vous avez, justement, que vous pouvez vivre au quotidien. Guillaume, peut-être c'est la contractualisation. C'est vrai que j'ai découvert ça une fois qu'on a passé l'étape du POC, des cas d'usage, que tout est validé, vient le moment de la contractualisation. C'est-à-dire le plan RRSI, le cyber, l'obstacle DPO, tout ça c'est nouveau pour une start-up. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. Nous on a fait 2 levées de fonds et une grande partie des fonds de la première levée ont contribué à être aux normes. Parce que quand on veut s'asseoir à la table de grands assureurs, quand on est une petite start-up, on doit montrer qu'on respecte toute cette norme, ce règlement. Donc ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années de contractualiser avec un assureur. Donc ça, il ne faut pas omettre ce fait d'être à la page sur tout ce qui est cyber, RSI, DPO, double chiffrement. Voilà. C'est un conseil que je donnerais. Oui. Aurélie, peut-être ?
Oui, alors nous chez Ecomer Data, un des points, un des critères qui est important, c'est que la donnée qu'on récupère, cette donnée, elle appartient à l'armateur. Donc c'est-à-dire que créer des cas d'usage avec l'armateur, c'est très facile, c'est avec sa donnée. Dès qu'on va commencer à créer des cas d'usage, donc avec l'affréteur ou des assureurs, là ça veut dire qu'il faut vraiment le faire en co-construction avec l'armateur. Donc déjà construire quelque chose avec un partenaire, c'est compliqué, mais du coup, là, forcément, ça se fait avec un troisième partenaire, avec l'armateur, qui légitimement n'a pas envie qu'on exploite sa donnée sans qu'il sache pourquoi et comment. Donc voilà, ça c'est un des freins, comme on disait, je pense que même l'armateur, l'assureur et la start-up, on a vraiment trois vitesses différentes, donc il faut réussir à trouver une mouvance tous ensemble. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, comme je disais, on part du cas d'usage et après, on va chercher la donnée. Ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir chiffrer, on va dire, parce que c'est toujours l'argent le nerf de la guerre, mais chiffrer la plus-value qu'on va avoir du cas d'usage par rapport à tous les capteurs qu'il va falloir installer pour répondre à ces sujets. Donc quelquefois, l'idée d'époque, on rentre un peu dans le flou, on se dit est-ce que ça va marcher, et c'est le propre un peu des startups et des innovations, c'est qu'il faut pas hésiter à se lancer. Et Claire, comme vous évoquiez, côté Lester, vous êtes déjà bien implanté dans le secteur bancaire. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en 2-3 phrases justement les difficultés que vous rencontrez pour aller vers le monde de l'assurance aujourd'hui ? Oui, alors donc c'est vrai qu'on est déjà qu'au début de notre exploration du monde de l'assurance, et un grand merci au Sésame donc qui nous a permis de lancer les premiers échanges avec des assureurs maritimes, et c'est extrêmement précieux pour nous permettre de mieux comprendre les spécificités du secteur, donc merci beaucoup. Et le premier constat que nous faisons, c'est que ce qui fonctionne dans le monde bancaire n'est pas nécessairement en fait transposable tel quel au monde de l'assurance. Historiquement, Lester s'est construit en fait dans une logique où l'analyse transactionnelle, donc les contrôles transaction par transaction, est centrale. Et en effet, dans le financement du commerce international, une banque, elle va être intéressée pour suivre et pour contrôler l'opération qu'elle finance tout au long en fait du cycle de vie de cette opération, donc de l'émission jusqu'au paiement. Et elle va généralement disposer de suffisamment d'informations et de documents lui permettant de contrôler l'évolution du transport, le fait qu'il n'y ait pas l'apparition d'une nouvelle contrepartie sanctionnée, etc. Et ce, tout au long de la vie donc, de l'opération. Sur la base des premiers échanges que nous avons eus avec des assureurs maritimes, ce n'est pas on ne va pas retrouver forcément donc cette logique transactionnelle. Et les mécanismes de couverture, notamment lorsqu'ils reposent sur des polices d'abonnement, ils ne se prêtent pas forcément à cette logique de contrôle transaction par transaction. Donc c'est principalement la principale difficulté. En fait, c'est pas une difficulté technologique, c'est plutôt un sujet en fait d'adéquation entre les capacités de la solution et les usages réels des assureurs. Voilà. Alors pour autant, on a déjà identifié plusieurs pistes de réflexion. Par exemple, en amont de la souscription d'une assurance corps de navire, pour effectuer une analyse de risque sur les navires, leurs propriétaires, leur historique opérationnel, etc. Certaines logiques aussi, certaines approches liées à une logique d'une opération de transport spécifique. Je pense par exemple à des assurances facultées sur certains flux sensibles ou police au voyage peuvent également peut-être plus se prêter à une logique transactionnelle. Et enfin, peut-être aussi dans une logique de gestion des sinistres pour faire des contrôles lors de la matérialisation d'un sinistre. Mais du coup avec des volumes plus faibles que dans les polices d'abonnement. Voilà, donc juste pour conclure, du coup, notre défi aujourd'hui, c'est d'adapter finement notre solution aux pratiques réelles en fait, du monde de l'assurance. Merci. Je voulais rapidement passer juste un petit mot parce qu'on a beaucoup discuté sur les écosystèmes. Donc, juste pour dire que c'est très important que ces startups
fassent partie de ces écosystèmes auxquels on est adhérent, notamment voilà, par exemple effectivement le Sésame, parce que ça nous permet, nous assureurs, de rencontrer aussi ces startups, de pouvoir aller les sourcer, de pouvoir justement leur faire comprendre notre métier d'assureur, nos cas d'usage. Donc voilà, on avait discuté avant la réunion, donc je voulais aborder ce point. Et comme nous arrivons à la fin de cette table ronde, je voulais que vous puissiez partager rapidement un mot sur peut-être un vœu que vous avez sur justement les technologies qui transformeront l'assurance maritime de demain, ou sur l'innovation en général du secteur de l'assurance, en un mot. Je laisse commencer. En un mot, être conscient qu'il y a une digitalisation qui arrive et ne pas rater le coche de la data et de réussir à répondre à vos problématiques grâce à la data. Allez. En un mot, je dirais intégrité, faire de la prévention des activités illicites dans le commerce international une priorité. Alors, moi, je vais vous donner encore un chiffre. 10% des POC passent à l'échelle. 10% des POC passent à l'échelle. Je nous souhaite, nous, start-up, scale-up et assureurs, peut-être une meilleure collaboration pour la suite. Collaboration. Sophie? Et en un mot, je dirais prévention. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Claire, mais je trouve que avec les technologies qu'on a maintenant, l'IoT, les satellites, l'IA prédictive, on a développé des capacités de prédiction et donc de prévention qui sont énormes. Donc si la technologie peut être mise pas seulement au service de l'amélioration du pricing du risque ou de l'optimisation du S sur P, mais aussi de la prévention et donc prévention des risques et des impacts sur les humains qui sont derrière, ce serait encore mieux. Un très grand merci à tous les quatre pour cette présentation à l'audience. Je vous invite à regarder vos places. Si vous avez des questions sur les personnes qui étaient présentes ici, n'hésitez pas à aller les voir à l'heure du déjeuner. Merci. Merci.